Saga présente Un château rose en Corrèze de Michel Péramore, publié en 2003, 2011 et 2022 par les Presses de la Cité, et lu par Cyril à la Bouvette. J'ai bu l'été comme un vin doux, et j'ai passé tout le mois d'août dans un château rose en Corrèze. Aragon. Pour embrasser le monde, comme disent les poètes, je ne connais pas de meilleure position que celle que j'ai repérée, il y a 3 mois, au début de l'été 1943. C'était lors de mon retour à la ferme des Mazières, dans le sud du Limousin, non loin de la Vézère, où mon oncle André et ma tante Mélanie vivent d'une modeste retraite d'employés des postes et d'un peu d'élevage. Cet endroit se présente comme une vaste table de roches amarrée à la crête d'une colline proche de cette demeure et dominant les méandres de la rivière. Ce n'est pas à proprement parler une découverte. Ce lieu, je m'y rendais depuis ma plus tendre enfance, mais je ne lui ai reconnu que récemment une vocation d'observatoire. La vue porte sur toute la vallée du Maldérieux, déployée en forme de cirque enchâssé entre de puissantes collines de chênes et de châtaigniers. Il est traversé par la rivière, avec au milieu, plantée sur une sorte de promontoire, l'opulente ferme d'Eugène Monge, qui allait occuper, dans les mois à venir, l'épicentre du séisme qui a bouleversé ma vie. De la fenêtre de ma chambre, comme de mon observatoire naturel, on peut à peine, d'un écart de bras, toucher les limites de ce panorama. Le cirque de Maldérieux pourrait évoquer l'image d'un cratère éteint, si la Vézère ne lui donnait un frisson de vie. Venue du nord par une saignée des falaises de schiste et de granit, elle caracole dans un magma de roches éboulées, de végétation sauvage et d'arbres torturés, avant de s'épancher en somnolant dans des espaces de champs et de prairies, sous des courtines de peupliers et de saules, où tranchent les lignes cuivrées des oserets. Au-delà, à la limite du Périgord, elle s'engage avec des indolences de femme endormie, à travers des terres de haute noblesse, avant d'aborder le domaine des vignobles du Bordelais à la rencontre de sa grande sœur, la Dordogne. De toutes les fermes éparses sur les collines qui la cernent, celle de mon oncle des Mazières occupe la plus belle altitude. Comme pour manifester une préséance ancestrale, elle est dominée par un de ces pins parasols qui servaient jadis de repères, identiques à ceux que l'on voit se dresser en arrière-plan dans les œuvres des peintres toscans du Quattrocento. Je ne discernais, a priori, aucune indication prémonitoire qui pût identifier le cirque et le domaine de Maldérieux à un lieu propice aux batailles. Pourtant, à la réflexion, tous les éléments sont en place. En amont, une vallée étroite et profonde comme une gorge, favorable à un cheminement à couvert, des espaces de prairies et des champs aptes à permettre un engagement, des pentes boisées, idéales pour dissimuler des réserves et tomber par surprise sur l'ennemi. Quant à la rivière, elle peut faire office de ligne frontale entre les forces adverses. J'ai observé qu'il y a presque toujours un cours d'eau dans les engagements guerriers. Il faut dire que je venais de relire La guerre des Gaules et qu'il m'en restait la rumeur d'un orage qui s'éloigne. Je me suis installé, comme chaque matin, à mon poste d'observation, mon fusil près de moi, les vieilles jumelles rapportées par l'oncle André de la guerre de 14 accrochées à mon cou. Assis à même la roche, disloqué par les racines d'un énorme châtaignier, je me trouve pour ainsi dire dans la situation d'attente du lieutenant Drogo, le héros malheureux du désert des Tartares, le roman de Dino Buzzati. Attente affligeante. L'ennemi tarde à venir. Peut-être viendra-t-il bientôt, peut-être jamais. Il n'est pas loin pourtant, je le sais. Parfois, des collines du sud, dans les parages du gros bourg de Coursac, montent des grondements de convois allemands, les crépitements des armes automatiques et les coups de tonnerre de mortier. Durant quelques minutes, les pentes lointaines s'illuminent des feux d'un orage brutal. J'ai l'impression que cela se passe à des distances infinies, hors de mon univers, et que je suis assis, comme au cinéma, pendant la projection d'un film de guerre. Première partie. Solitude et clandestinité. Réfractaire. J'étais un réfractaire. Ce mot nouveau de mon vocabulaire, je le repassais, je le suçais comme un bonbon jusqu'à le vider de toute signification. Au retour des chantiers de jeunesse, j'avais reçu de la préfecture de la Corrèze une convocation. Le Grand Reich, puissant et généreux, m'offrait une chance de participer à l'instauration d'un ordre nouveau, en travaillant sur la côte atlantique
à la construction d'une sorte de muraille de Chine, avec, en arrière-plan, la perspective de défendre les valeurs de l'Occident arien contre les Juifs, le capitalisme et le communisme. Cette proposition me laissa perplexe. J'étais à un âge où, lorsque souffle le vent de l'aventure, on se sent pousser des ailes, mais la contrepartie impliquait des incertitudes et des dangers auxquels je n'étais pas préparé. Je montrai ce document à mon père, dans l'atelier de menuiserie où je faisais mon apprentissage. Il écarta d'un revers de main les copeaux qui recouvraient son établi, chaussa ses petites lunettes cerclées de fer et se pencha pour lire. J'étais informé que la commission mixte franco-allemande venait de me porter sur la liste des hommes appelés à se présenter à l'organisation Todt à Bordeaux, au titre du travail obligatoire. J'aurais à me trouver à la gare de Brive, muni de vêtements chauds, de couvertures, d'un gobelet, d'assiettes et de couverts, comme pour un pique-nique. Comble de la générosité, les frais du voyage me seraient remboursés. Mon père marmonna je ne sais quoi avant d'achever à haute voix sa lecture. J'attire votre attention sur les dispositions de la loi qui prévoit des sanctions sévères à l'égard de ceux qui n'obtempèrent pas aux réquisitions. Pour moi, ce codicille chargé de menaces changeait beaucoup de choses. Mon père poursuivit en repliant ses lunettes. « Eh bien, nous voilà dans de beaux draps. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Rompre avec un travail inintéressant pour me consacrer sur un bord de mer à la construction d'une muraille défensive présentait pour moi, je l'avoue, quelque attrait. À la lecture de cette convocation, j'avais eu la tête pleine d'images conventionnelles de cinéma. Dunes atlantiques, espace marin infini, vent fou, cris de mouettes. À la réflexion, des doutes me venaient à l'esprit. Le codicille comminatoire qui terminait ce document me laissait dubitatif. Je dis à mon père, « S'il faut vraiment partir, je partirai. Un refus de ma part risquerait de vous créer des ennuis. Nous en reparlerons ce soir, mais je dois te prévenir, si tu décidais de partir, tu ferais une fameuse bêtise et tu nous mettrais dans l'embarras. Je te conseille de peser le pour et le contre. » Nous en avons reparlé à la veillée après les informations de la BBC, que mon père écoutait religieusement chaque soir fenêtre close. Il me dit en roulant la dernière cigarette de la journée, « Je sais que la menuiserie ne te passionne pas. Si, ne dis pas le contraire. Mais je te préviens, si tu acceptes de travailler pour les Boches, tu ne remettras plus les pieds dans cette maison. Souviens-toi qu'en 14, j'étais à Verdun. » Cet anathème paternel me bouleversa. Dans le silence qui suivit, jamais le tic-tac de la comptoise ne me parut aussi oppressant, comme si elle martelait les derniers instants de ma vie passée. Mon père ajouta d'un ton péremptoire, « Si tu refuses de répondre à cette convocation, sache que tu ne risqueras rien, parce qu'on ne te trouvera pas. Ta mère va préparer ton baluchon et tu fileras dès demain. Ton oncle et ta tante des Mazières se feront un devoir de t'héberger. Si tu décides d'entrer dans la résistance, tu auras ma bénédiction. Toi qui rêves toujours d'aventure, tu seras servi. » L'aventure, aux Mazières, à moins de 30 kilomètres de chez nous, mon père poursuivit. « Julien, ce n'est pas de gaieté de cœur que je te donne ce conseil. Nous avons du travail en retard, mais je me débrouillerai. Ce qui nous sera le plus difficile à supporter, c'est de te savoir loin de nous et de rester sans nouvelles. Je t'ai dit que tu ne risquais rien, mais il faudra tout de même être prudent. Les Boches sont partout. »« Il faut nous le promettre, » ajouta ma mère. Je ne pouvais faire moins que de donner ma parole. C'est ainsi qu'un matin de juillet, mon barda sur le porte-bagages de mon vélo, je partis pour les Mazières, lieu de ma proscription volontaire. En pédalant par des raccourcis, à l'écart des itinéraires trop fréquentés où je risquais de mauvaises rencontres, je me sentais plus nu et plus démuni que Job sur son fumier. Mais mon esprit d'adolescent attardé, palpitant d'idées généreuses, brassait tout un attirail de fantasmes liés à cette Robinsonade en pleine nature, à l'héroïsme, au sacrifice patriotique. J'avais élaboré ces nobles sentiments au cours d'un demi-sommeil où alternaient exaltation et doute. Persuadé que ma visite n'avait d'autre motif que de me ravitailler chez eux en victuailles, comme chaque semaine, l'oncle André et la tante Mélanie m'accueillirent sans surprise. « Nous t'attendions, me dit Mélanie, je t'avais déjà préparé un petit colis. Avec du tabac de chez Monge pour ton père, ajouta André. Je leur fis comprendre que le ravitaillement n'était pas le but de ma présence, mais que je comptais sur eux pour m'héberger quelque temps. Ils acceptèrent sans réserve. Aux Mazières, j'étais pour ainsi dire chez moi. « Je sais, leur déclarai-je, ce que je risque et ce que vous risquez vous-même. Les Allemands sont sans pitié pour les réfractaires et ceux qui les hébergent. »« Nous savons où te cacher, me répondit l'oncle. Quant à nous, que veux-tu que les Boches nous fassent à notre âge ? Julien, ton père t'a donné le bon conseil, et je suis d'accord avec lui. Si tu avais accepté de travailler pour les nazis, je t'aurais considéré comme la honte de la famille. »
Je m'installai aux Mazières comme pour les vacances d'été, que depuis l'enfance je passais dans cette ferme. Ma chambre semblait attendre mon retour, mais c'est ailleurs que je décidai de me retirer. Pas dans le grenier, la cave ou la grange, comme le suggérait Mélanie, autant de cachettes trop exposées au danger en cas de visite importune. La maison de vigne m'ira parfaitement. « Mais elle est abandonnée depuis des années, » protesta Mélanie, « et le toit est crevé. » L'oncle me donna raison. Il me fournirait le nécessaire pour mon installation. « Tu prendras tes repas à la maison, mais tu coucheras là-bas. Si tu veux recevoir des filles, ça ne me dérange pas. Tu sais, moi, quand j'avais ton âge... » Je pris possession des lieux le jour même. Rustique bâtie de solides moellons qui n'ont pas bougé depuis un siècle, cette bicoque me convenait parfaitement. Une végétation sauvage, combinant orties, ronces et gaillets, avait envahi son pourtour et poussé des incursions au-delà de la porte démantibulée et du fenestron donnant sur la vallée. J'en délogeai la pensionnaire, une grosse couleuvre qui alla s'engouffrer avec des sifflements de colère dans une anfractuosité de la murette bordant la parcelle de vigne, morte depuis l'épidémie de phylloxéra. L'oncle m'aida à mettre la bicoque hors d'eau en prévision des orages d'août et des pluies de septembre, à paver sommairement le sol de terre battue avec des pierres de la murette, à transporter un mobilier rudimentaire mais suffisant, une paillasse avec son cadre de planche, la petite table, la chaise et l'étagère à livres de ma chambre. Je ne m'installais pas dans un exil doré, mais ces conditions de survie me suffisaient. Je considère le luxe mobilier comme un élément superfétatoire de la vie. Je passai ma première nuit dans ce refuge avec l'état d'esprit d'un naufragé échoué sur une île déserte, au milieu d'un grand silence traversé par les ouououits d'un chat huant perché dans un prunier. De petits cris, des frôlements, me laissaient entendre que ma présence apparaissait aux hôtes naturels de ce lieu à la fois singulière et importune. Je dormis d'un sommeil plus profond qu'en ville, où mes nuits étaient troublées par des bruits de galopade, des altercations de patrouille contre des passants attardés après le couvre-feu, parfois des détonations, lorsque la résistance urbaine plastiquait la demeure ou la boutique d'un collabo. Quand je ne gardais pas les vaches de la ferme, la brune et la banou, j'allais pêcher l'écrevisse ou la truite en suivant une ligne de haies pour ne pas me faire remarquer. Autant qu'il m'était possible, je m'efforçais de me rendre utile. Mes premiers scrupules avaient cédé le pas à une notion d'échange à laquelle s'ajoutait l'affection partagée avec mon oncle et ma tante. Malgré 1000 précautions pour laisser ignorer ma présence, je ne pus la cacher bien longtemps à mon amie d'enfance et de vacances, la fille du fermier de Madelrieux, Pauline Monge. Je m'éveillai un jour de ma sieste avec, interposée entre moi et le prunier, une robe à fleurs. Je me frottai les yeux et reconnus Pauline à sa tignasse blonde qui crépitait dans le soleil et le vent, ainsi qu'aux bottes de caoutchouc qu'elle porte à la saison chaude, par crainte des vipères abondantes dans la vallée. Nous sommes restés quelques instants à nous regarder en silence, comme si elle venait de tomber du ciel dans mon domaine de Robinson. Je n'avais aucune raison d'être surpris de sa présence, car nos domiciles n'étaient éloignés que de quelques centaines de mètres, et l'on pouvait observer les allées et venues de l'un et de l'autre. En revanche, elle avait des raisons de l'être, car je venais rarement pour de longs séjours à la fin de l'été, mais chaque fois, je ne manquais pas de lui rendre visite dès mon arrivée. « Qu'est-ce que tu fais ici, Julien ?» me dit-elle. « Je t'observe depuis quelques jours. Ton père t'a mis au chômage ? Si tu es venu pour le ravitaillement, tu en mets du temps. Peut-être que tu le consommes sur place. » Comme j'avais pleine confiance en elle, je choisis de tout lui raconter de ma modeste odyssée, en lui demandant de garder le secret. Elle sourit et me répondit par le mot qui me plaisait tant. « Un réfractaire, tu es un réfractaire !» Elle posa les mains sur son visage pour étouffer un rire. Qu'avais-je dit qui put provoquer son hilarité ? Elle reprit son sérieux et poursuivit en s'asseyant près de moi, ses genoux remontés entre ses bras. Ça me fait tout drôle de savoir que le petit Julien que j'ai connu, tout timide, tout sage, soit passé dans la clandestinité. Je vais, moi aussi, te faire une confidence. Je suis entré dans la résistance, mais pas par la même porte. Tu vois mon vélo, là, contre le mur ? Si tu enlevais la poignée, tu trouverais dans le guidon des messages codés à l'attention des groupes de FTP de Virol et de Mazera. Je dois les livrer ce soir. Je connaissais Pauline depuis ma plus tendre enfance. La proximité de sa ferme familiale avec celle de mon oncle avait fait de nous des camarades de jeu, puis des amis liés par des années d'enseignement secondaire et enfin presque des amoureux. Ce qui aurait pu engendrer une liaison à long terme avait été stoppé par mon séjour de 8 mois dans les chantiers de jeunesse, et aucun indice particulier n'annonçait une reprise imminente. J'ignore ce qu'elle pouvait trouver en moi de séduisant. En revanche, j'aimais sa beauté un peu fruste, sa vigueur paysanne,
la belle santé dont elle rayonnait et son énergie à toute épreuve. À la réflexion qu'elle fût entrée dans la résistance n'avait pas de quoi me surprendre. L'appel du général de Gaulle l'avait motivée. Elle s'était jetée dans la lutte en s'affiliant au groupe V des FTP, francs-tireurs et partisans, à tendance communiste comme sa famille. Elle avait participé à une première opération de parachutage sur le plateau et faisait office d'agent de liaison entre les différents postes du groupe. C'était une noble et vibrante nature de passionnariat. Je ne l'en aimais que davantage. Je décelai un soupçon de mépris dans le ton de sa voix lorsqu'elle me dit en suçant une herbe « Tu comptes attendre la fin de la guerre en jouant à la cachette ? C'est bien d'avoir refusé de répondre à ta convocation. Ce serait mieux si tu t'engageais dans un de nos groupes de francs-tireurs. Mais si tu n'as pas envie de te battre, libre à toi. Hein. Personne ne peut t'y obliger. » Elle venait de mettre le doigt sur un point sensible. Je me heurtais chaque jour à ce dilemme et attendais une réponse qui tardait à venir. Qu'elle en eût conscience ne faisait que compliquer le débat. En refusant de me soumettre à la réquisition, je n'avais pas accompli un acte courageux, mais une peu glorieuse dérobade. Je donnais à Pauline une réponse évasive mais pitoyable. Le moment viendrait sûrement où j'aurais à me défendre. M'incorporer à un groupe ne changerait rien. La guerre n'était pas terminée et les occasions ne manqueraient sûrement pas de... Elle cracha son herbe et, en se levant, me coupa la parole d'une phrase péremptoire. « Quand tu te réveilleras et que tu auras décidé de nous rejoindre, tu viendras me trouver. » Je tâchai de la retenir par le fond de sa robe. Elle m'échappa, enfourcha son vélo et disparut avec un signe de la main en laissant en moi l'image d'une Jeanne d'Arc chevauchant à l'ennemi. Ce fut par un matin de la mi-septembre qu'allait finir ce que j'appelais mon splendide isolement. Il avait plu toute la nuit et une partie de la matinée. Dans la vallée, au-dessus des prairies humides et des espaces de joncailles, des bouquets de brume restaient en suspens comme des filaments de laine grise que les brebis laissent aux buissons ou au fil de fer barbelé des palissades. Pour garder la brune et la banou, j'avais pris place sous une avancée de roches flanquées de 2 murs de pierres sèches qui constituaient depuis des temps immémoriaux un abri contre les intempéries comparables aux boris du Causse. J'avais emporté dans ma musette, avec l'anthologie des poètes du XIXe siècle de Ménial, rapportée du lycée et qui ne me quittait plus, 2 grosses tartines de pain de seigle enduites de fromage et une fiole de vin. De temps à autre, j'envoyais la chienne Finette écarter les 2 vaches des pommiers, les fruits dont elles sont friandes auraient pu les étouffer. Je venais de relire pour la 10e fois depuis mon arrivée aux Mazières mon poème préféré, Le Beaux endormis de Victor Hugo. Et je rêvais que Pauline se dressait à mes pieds sous le châtaignier constellé de fruits comme le champ d'étoiles de la Moabite, quand Finette se mit à grogner, puis à aboyer avec fureur, comme elle le faisait en présence d'une sauvagine ou d'un serpent. Je me retournai. Il était là, debout derrière moi, immobile et silencieux. Long et mince dans son uniforme militaire. Je n'aurais su dire de quelle arme. La visière du képi au ras des sourcils. À son ceinturon, dont une extrémité pendait, était attaché un pistolet dans son étui. Rompant son immobilité et son silence, il me dit en s'avançant de quelques pas vers moi « Salut, je ne te dérange pas. Tu permets que je te tienne compagnie un petit moment ?» Sans me lever, je lui fis signe de s'asseoir près de moi, sur le seuil de l'abri. « Ta cachette est bien choisie, reprit-il. J'ai mis du temps pour te trouver. » Je répliquai sans aménité. « Qui vous dit que je me cache? Et pourquoi me cherchiez-vous? » Je ne te cherchais pas. Enfin, pas vraiment. J'aurais pu te trouver aux heures des repas chez ton oncle des Mazières. J'ai profité d'une petite réquisition de vivres que je viens de faire chez les Monges, au Madèlerieux, pour prendre de tes nouvelles. Tu sembles en bonne condition. Qui vous a appris ma présence aux Mazières? Tu ne devines pas? Pauline? Tout juste. Mais ça restera entre nous. Tu ne pouvais pas trouver mieux comme planque. Un véritable désert, avec tout ce qu'il faut pour tenir jusqu'à la fin de la guerre. T'es un petit vernis dans ton genre. Il sourit et me tapa sur l'épaule. Le ton ironique dont il usait, et qui ne me plaisait guère, me laissait augurer une requête précise. J'en voulais à Pauline de n'avoir pu tenir sa langue. Elle essayait de m'entraîner, à mon corps défendant, dans son sillage, de transformer le gardien de vache que j'étais devenu en résistant actif et le réfractaire en partisan. Décidément, me dis-je, c'en est fini de mon indépendance. Je ne suis plus maître de mon destin. De nature malléable, toujours disposé à me laisser emporter par des vents dominants ou par un simple courant d'air, à tolérer que mes proches ou les événements décident à ma place. Cette fois-ci, je regimbais par avance, persuadé que mon visiteur allait tenter de m'aiguiller sur une piste où je ne souhaitais pas m'engager. « Il serait temps que je me présente, remarqua-t-il. Lieutenant Daniel Worms. »
On m'appelle Georges Dutheil, tu comprends pourquoi. Officier issu de l'éphémère armée de l'armistice, licencié, il était entré dans la résistance sans la moindre hésitation. Devenu le responsable du groupe V des FTP, proche du Parti communiste, il avait sous ses ordres quelques postes éparpillés aux alentours de la grosse bourgade de Coursac, située sur l'autre rive de la Vézère. Pauline Monge lui servait d'agent de liaison, et il n'avait que des éloges à son égard. Toujours prête aux missions les plus risquées. Un Argus à bicyclette, dit-il. Pauline, j'ai cru comprendre qu'elle est pour toi plus qu'une simple relation de voisinage. Je faillis rétorquer que nos rapports ne le concernaient en rien. Je répondis en regardant ailleurs. Nous nous connaissons depuis toujours, nous passions presque toutes nos vacances ensemble, jadis. Il sourit avant d'ajouter en rattachant son ceinturon. Tu dois te demander quel est le but de ma visite et pourquoi je te raconte ça alors que nous ignorons tout l'un de l'autre. Je répondis en haussant les épaules. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie, vous êtes venu me demander de rejoindre votre groupe. C'est bien ça, mon garçon. Il aurait pu ajouter des banalités du genre « La résistance a besoin de jeunes comme toi », mais il me les épargna. En revanche, il s'attarda sur l'organisation de son groupe, les conditions de vie de ses hommes, les difficultés pour leur procurer une tenue décente, des armes, des munitions et du ravitaillement, sur la nature des actions qu'il leur incombait, sabotage et embuscade notamment. Leur pain quotidien n'était pas de la brioche. Mon oncle m'ayant parlé des relations parfois hostiles des francs-tireurs avec l'AS, l'armée secrète, je lui demandai où elles en étaient. « Pas brillant, soupira-t-il, mais il ne faut pas dramatiser. Nous sommes en désaccord sur certains problèmes pour l'avenir et pour le présent sur les parachutages notamment. Il refuse d'en partager le produit avec nous. Pour l'essentiel, qui est de se battre contre l'occupant, nous sommes d'accord avec des méthodes différentes et nous gardons le contact. » Il me parla de la dernière opération de son groupe, l'attaque d'un convoi de la milice la semaine passée dans les parages de Coursac, sur la route de Brive. 2 de ses hommes y avaient laissé leur vie, et on avait ramené 3 blessés dans le poste le plus proche. Quant aux miliciens, leur perte était plus importante. Rien de bien glorieux, Julien. Les milicos sont des traîtres, mais des compatriotes. La guerre civile est ignoble, mais il faut bien se résoudre à l'affaire puisqu'ils se sont dressés contre nous. Ils se sont trompés d'ennemis volontairement. Alors qu'ils s'appellent Jean ou Hans, c'est pour nous du pareil au même, ils ne méritent que la mort. Ce combat, je m'en souvenais. Les échos m'en étaient parvenus, affaiblis par la distance, mais sans équivoque. Les détails que m'en révélait le lieutenant Dutheil me firent froid dans le dos. Il n'attendit pas que je donne mon accord à sa proposition pour poursuivre. Puisque tu connais bien la région, je te laisse le choix de ton affectation. Je me permets simplement de te suggérer notre poste de Mazera, où les effectifs sont insuffisants depuis la dernière opération. Cette solution présente un avantage pour toi. Cette ferme abandonnée est proche de celle de ton oncle et des Monges. Ça te convient ? Que cette proposition me convienne ou pas, j'étais au pied du mur et ne pouvais me dérober. Je donnai mon accord du bout des lèvres, persuadé qu'un refus de ma part m'aurait coûté l'amitié de Pauline et valu la réprobation de sa famille. « À la bonne heure !» s'exclama-t-il joyeusement. « Salut au bataillon, soldat Julien Duvert. On devrait arroser ça, mais je ne vois pas comment. Moi si, mon lieutenant. » Je sortis de ma musette tartine et bouteille. Mon intronisation dans la légion des clandestins s'opéra sous les espèces du pain de seigle, du fromage et du vin de Madèle-Rieux. Pas de quoi nous entraîner dans une beuverie. Lorsque, après avoir ramené les vaches à la ferme, j'annonçai à mon oncle la décision qui m'avait pour ainsi dire été imposée, il m'embrassa. Je n'osais pas t'en parler, Julien, mais je savais qu'un jour ou l'autre il faudrait en passer par là. Je dis pas que ça me fait plaisir, mais je dis pas non plus que je le regrette. C'est dans l'ordre des choses, voilà tout. Il s'interrompit pour se tourner vers sa femme. « Allons, Amélie, pleure pas. C'est pas comme si ton neveu partait pour les colonies. Il reviendra te voir de temps en temps. Vous pourrez même échanger des bonjours de votre fenêtre. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.